Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le sénateur des Vosges, conseiller régional Grand Est et futur ex-président de la coopérative L'Hermitage, Daniel Gremier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît depuis longtemps, évidemment, sous de multiples casquettes, avec un engagement à droite comme nombre d'élus issus du monde agricole, donc toujours encarté chez les Républicains. Quel état des lieux, d'ailleurs, vous faites sur votre famille politique, qui reste sur des échecs électoraux, et avec une nouvelle direction depuis un peu plus d'un an, celle donc menée par Éric Ciotti, que vous ne souteniez pas au départ, puisque vous étiez plutôt pour Bruno Retailleau. Quel état des lieux aujourd'hui ? Bah, effectivement, je ne soutenais pas sa candidature, mais dès lors qu'on a une candidature, et c'est la chance de pouvoir voter dans un pays, y compris pour son propre parti, il faut aussi accepter le résultat d'une élection, d'une consultation des militants. Et donc, c'est Éric Ciotti qui a été élu. Et moi, naturellement, je travaille avec, parce que c'est la démocratie, celui qui a eu la majorité, qui est aujourd'hui notre président. Il y a une équipe qui y travaille. Et aujourd'hui, les Républicains, effectivement, sont en train de reprendre un débat à la base de proximité avec le terrain, parce que tout ne se joue pas à Paris, tout ne se joue pas dans un petit cercle fermé. Il est essentiel de faire partager, d'écouter d'abord, d'avoir des échanges et surtout de s'enrichir de ces échanges pour définir une ligne de conduite. C'est ce qui est fait au niveau des Républicains et c'est essentiel. Et on va le voir tout à l'heure sur le débat des européennes. Absolument. Mais difficile quand même d'exister aujourd'hui. Vous avez été siphonné à la fois au centre avec le parti macroniste et puis à l'extrême droite aussi. Certains sont allés de ce côté-là. Comment retrouver une vraie place, puisqu'aujourd'hui, on va en parler effectivement à travers les européennes, vous êtes crédité de 7, 8, 9% au grand maximum. Comment retrouver la place qui était la vôtre il n'y a pas si longtemps que ça ? Bah, la retrouver, cette place, elle ne va pas tomber du ciel. Elle ne pourra venir que du travail qu'on va effectuer. Donc des femmes et des hommes qui vont travailler sur le terrain, dans les départements, dans les territoires, et qui vont porter ce discours, et tant dans les hémicycles, que ce soit dans les départements, dans les régions, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, et bien sûr du Parlement européen. C'est ce travail-là, au quotidien, qui doit ensuite être la base d'une remontée, parce que quelque part, naturellement, nos territoires, la France est plutôt à droite et plutôt de cette sensibilité. Les Vosges en particulier, d'ailleurs. Oui, l'Est, même pas que, la France globalement. Donc il faut retrouver, il faut rassembler, il faut retrouver un discours fédérateur. Donc pour vous, c'est pas du passé, ça va encore, la droite a encore toute sa place pour exister à travers une bipolarisation, ou pas d'ailleurs, avec la gauche ou d'autres. Il y a eu une erreur terrible dans ce pays où on a voulu réduire le débat politique avec, à l'époque, le Front National, maintenant le Rassemblement National, avec un autre ou une autre candidate. Non, la vie politique, elle est plus belle que cela, elle est plus riche que cela. Et aujourd'hui, c'est dans ce débat-là qu'il faut se positionner. Il faut avoir le courage de travailler à cette reconstruction. Et puis, il faut rester solidaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, quelques mois après l'élection d'Éric Ciotti, je suis toujours républicain et j'y travaille toujours avec d'autres collègues. C'est important. Alors, dans un mois, le 9 juin, très exactement, les électeurs français sont appelés aux urnes pour les élections européennes, à un seul tour, on le rappelle. Votre analyse des intentions de vote, on voit le RN très nettement en tête. Derrière, Valérie Hayé, qui représente la majorité présidentielle, et Raphaël Glucksmann, troisième. On va parler de François-Xavier Bellamy, votre candidat chez les Républicains. Quelle est votre analyse aujourd'hui avec cet écart sidérant quand même et abyssal ? Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, Jordan Bardella avait gagné avec un petit point d'avance sur la liste menée par Nathalie Loiseau à l'époque. Oui, donc pour ce qui concerne les Républicains, on est plutôt dans une situation plus favorable qu'il y a 5 ans. Effectivement. Mais toujours en dessous de 10% dans les intentions de vote. Oui, on verra le soir des élections. Il reste encore quelques semaines dès lors qu'on rentrera, si on y rentre dans ce débat de fond sur ces élections européennes. Ces élections 2024, je serais tenté de dire, elles vont avoir la même importance que celles et ceux qui ont construit l'Union européenne, qui ont décidé après-guerre de construire cette Europe à 6 au début. On est dans le même côté, je dirais,
stratégique d'indépendance de l'Europe, d'existence de l'Europe à travers la scène mondiale. On se rend bien Donc là, compte vous reprenez un peu la sémantique d'Emmanuel Macron. Clairement, vous dramatisez, enfin, on ne va pas dire dramatiser, mais en tous les cas, vous mettez en avant cette idée qu'il faut y aller, sinon l'Europe peut mourir. Oui, j'ai une différence avec lui, c'est que je ne pense pas qu'on peut construire l'Europe en écrasant les autres. Pour construire cette Europe, et c'est pour ça que je suis heureux d'être derrière François-Xavier Bellamy et son équipe, construire l'Europe, ça se fait en écoutant. Ça se fait en essayant de convaincre d'autres collègues parlementaires européens. Donc, lorsque je m'adressais sur le commentaire vis-à-vis du président de la République, on doit être respectueux. Moi, j'étais pendant très longtemps responsable agricole dans des commissions au niveau de l'Union européenne. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris que si on voulait apporter et faire en sorte que notre idée devienne majoritaire, mais il fallait parler, il fallait respecter les autres pays, il fallait les convaincre et trouver un chemin ensemble pour trouver... à 27, c'est quand même de plus en plus compliqué. Hein, ça. Oui, mais ça nécessite d'y travailler. On ne peut pas négliger le travail ministériel, le travail parlementaire au niveau communautaire. Il est essentiel que la France, que les ministres, que le Premier ministre, que le chef d'État passent du temps aussi au niveau de l'Union européenne. Je peux prendre des exemples que j'ai vécus. Dossier de l'énergie. Dossier de l'énergie, quand on voit le temps qu'il a fallu pour que la France soit respectée, alors que dans les textes, c'est écrit que chaque État membre a le choix de choisir son mix énergétique, donc de dire, je fais, moi, des centrales à charbon, je fais de l'éolien, je fais du photovoltaïque, je fais du nucléaire, je fais de l'hydroélectricité. C'est chaque pays qui a le droit, qui détermine sa composante de production énergétique. Et quand je vois le temps qu'il a fallu, et j'ai beaucoup contribué d'ailleurs au titre de la Commission des affaires européennes au Sénat, puisque je préside le groupe énergie du Sénat. Et vous êtes secrétaire aussi de la Commission des affaires européennes, effectivement. Exactement. Et quel rôle d'ailleurs vous êtes un rôle d'impulsion, un rôle de... plus que ça, puisque sur l'exemple de l'énergie, sur la taxonomie, donc de reconnaître le fait que la France pouvait choisir et pouvait effectivement construire son avenir sur une base d'énergie nucléaire qui apporte une réponse. N'oublions pas qu'on a trois objectifs là. Un premier objectif, c'est d'avoir une énergie décarbonée, donc qui apporte une réponse aux enjeux climatiques. Deux, une énergie pilotable, donc ça veut dire qu'on est capable de garantir à nos concitoyens, aux entreprises, aux collectivités, qu'on est en capacité de produire cette énergie dont ils ont besoin et à un prix accessible. Aujourd'hui, on vit encore sur le passé des décisions du général de Gaulle. Il est temps de redéfinir une politique stratégique européenne, française, de l'énergie. Et en exemple très concret, effectivement, j'ai fait voter avec d'autres collègues, avec le président des Commission des affaires européennes, un certain nombre de textes au niveau du Sénat. Et lorsque le Sénat s'exprime, l'Europe doit répondre aux questionnements. Je l'ai fait sur l'énergie, nous l'avons fait aussi sur l'agriculture, nous l'avons fait sur... On va rester sur l'énergie justement. On va rappeler que vous avez été aussi le rapporteur vous aviez le dossier du nucléaire, notamment entre les mains. Aujourd'hui, pour vous, quel est le mix nucléaire idéal pour la France ? Est-ce que vous avez un petit camembert dans votre tête à se dire, tiens, il nous faut ça, ça, ça ? Alors, on sait que le nucléaire, pour vous, vous êtes aujourd'hui convaincu qu'il faut y aller et que les EPR2 sont une bonne idée ? Et oui, il nous faudra... Alors, je travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années, et particulièrement là sur un texte. Je travaille sur un texte d'une perspective énergétique pour la France, horizon 2030-2050. Je vous rappelle que la loi, et c'était d'ailleurs votre serviteur qui l'avait fait voter, et ça a été repris en commission mixte paritaire, un amendement qui disait le Parlement, tous les 5 ans, débattra de la politique énergétique, la vision énergétique pour notre pays. Ce débat aurait dû avoir lieu, le gouvernement aurait dû déposer ce texte pour le mois de juillet 2023. Il n'a pas vu la couleur, oui, tout à fait. Il ne l'a pas fait, il n'a pas l'intention de le faire, peut-être parce qu'il n'est pas sûr d'avoir une majorité à l'Assemblée, mais on ne peut pas être en France, dans un pays qui n'a pas de perspective énergétique. On se rend bien compte. Alors celle de Daniel Gremillet, quelle est-elle ? On sait que vous êtes aussi très sensible aux énergies renouvelables, notamment le petit hydraulique, comme on dit. Pour vous, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on doit aller rapidement ? On a déjà... Alors, très rapidement,
la colonne vertébrale, donc l'énergie qu'on peut piloter, bien sûr, c'est le nucléaire avec les nouvelles générations de nucléaire, y compris de génération 4. Il faut remettre au goût du jour un programme Astrid, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'uranium appauvri qui a déjà été un combustible, mais qui est toujours un combustible. Il ne faut surtout pas qu'il soit classé déchet. Donc les nouvelles générations de centrales seront capables, et là on a quasiment un siècle de combustible d'avance. C'est aussi les SMR, donc de petites centrales qui n'ont rien à voir avec ces grosses centrales, mais qui auront une capacité à apporter des compléments dans les territoires. C'est aussi l'hydroélectricité. Et dans mon texte, je donne des perspectives en termes de STEP, donc de pouvoir turbiner de l'eau plusieurs fois. C'est-à-dire que la turbine, quand on a besoin beaucoup d'énergie, c'est l'énergie la plus propre. En termes d'impact sociétal, il ne faut pas l'oublier. En attendant le choc de simplification, hein, vous le savez bien, l'administration... Dans mon texte, il y a un certain nombre d'articles de simplification. Donc, je remonte la capacité de stockage d'eau pour pouvoir faire tourner nos centrales électriques. Et puis, il y a aussi une complémentarité à avoir avec les énergies renouvelables. Il ne faut pas opposer le renouvelable avec l'éolien. Pour, contre, quelle proportion L'éolien, on sait qu'on connaît les limites de l'éolien et du solaire. Le solaire, lorsque vous êtes au mois de décembre, au mois de janvier, et je peux en parler, j'en ai depuis 16 ans maintenant, j'ai été un des premiers à monter une installation photovoltaïque. Il m'est arrivé au mois de décembre de produire quasiment zéro. D'où, c'est un mix, hein, donc il faut ça plus ça plus ça. D'où une de mes propositions, c'est de dire effectivement en été, le solaire peut compléter, venir se substituer, prendre la place... au moment où l'hydraulique est plus faible, par exactement, exemple. Exactement, il y a des choses intéressantes à construire. Il y a tout le volet de l'hydrogène, il y a le volet du biogaz, il y a les réseaux de chaleur. Je prends l'exemple d'Épinal, c'est une réussite et j'en suis heureux. Et il y a beaucoup de villes qui sont parties dans ces schémas ou qui permettent d'avoir des économies d'énergie à travers ces réseaux de chaleur. Donc, je fais aussi la promotion des réseaux de chaleur, voire des réseaux de froid, plutôt que chacun ait son petit système individuel. Il nous faut diminuer les coûts énergétiques, il nous faut diminuer la consommation énergétique, donc il faut aussi un volet de rénovation pour les particuliers. Voilà le mix de Daniel Gremillet. Il nous reste 3 bonnes minutes. Allez, il faut quand même qu'on parle évidemment d'agriculture. Un mot sur la crise agricole. Quels enseignements vous en avez tirés? Bon, on ne va pas vous raconter ce que c'est que l'histoire agricole du XXe et XXIe siècle. Quels enseignements en tirer? Est-ce qu'aujourd'hui la crise est derrière nous ou est-ce que le feu couvre toujours? Rapidement, s'il vous plaît. C'est fort simple. Aujourd'hui, l'attente des agriculteurs, ce n'est pas un chèque. Ce que veulent les agriculteurs, c'est qu'on leur porte confiance. Qu'ils soient à nouveau des pâtisseurs, qu'ils aient la capacité d'entreprendre dans leur exploitation. Et qu'on les rétribue, c'est une des grandes recommandations. Oui, mais il y a déjà eu du chemin de fait. Ce qu'il faut aussi, c'est faire des économies. Moi, on m'a toujours appris que la recette, c'était la différence entre les dépenses et les recettes, donc ton bénéfice. Donc pour les agriculteurs, c'est la même chose. Aujourd'hui, si on a des revenus supplémentaires parce que les prix montent, mais si on a des charges supplémentaires et trop d'administratifs qui fait qu'aujourd'hui, parfois, une vache n'y retrouve plus son veau, c'est devenu bien trop complexe. Il faut revenir à des choses simples. Le monde agricole vit avec le temps. L'exemple de 2024 est un bon exemple. On nous oblige à des dates, mais les dates, l'agriculteur, il travaille en fonction du temps, en fonction de la nature. La vraie vie, c'est pas... Et le plan gouvernemental avec les 70 décisions vous paraît aller vraiment dans le bon sens? Je pense qu'aujourd'hui, si on appelle une loi d'orientation, elle donne un cap, elle donne une vision à moyen et long terme. Aujourd'hui, on est encore un peu trop dans le court terme. Donc, elle n'est encore pas au niveau qu'on peut espérer. Je pense que le débat parlementaire de l'Assemblée et le Sénat vont l'enrichir. Question adjacente, l'environnement, est-ce qu'on a sacrifié on va dire, comment on va dire ça? On va dire que l'environnement est passé un petit peu à l'as là-dessus, c'est-à-dire que c'est la fin du mois qui a pris le dessus sur la fin du monde. C'est un peu caricatural peut-être? Non, je crois qu'il faut, sur l'environnement, faut revenir à des choses simples. Il faut avancer au rythme de la science. Moi qui ai fait mes études dans un lycée public, si je mettais en pratique ce qu'on m'a enseigné dans les années 70, je serais hors norme. Donc en permanence, le monde agricole, c'est vrai pour l'industrie, on évolue en fonction de la connaissance et du savoir, mais n'exigeons pas des agriculteurs des choses que la science n'a encore pas été en capacité d'apporter des réponses. C'est ce qu'on a fait parfois au niveau communautaire.
parfois au niveau français. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, sans le vouloir, des consommateurs qui exigent ou des agriculteurs qui ont l'interdiction d'utiliser tel et tel produit consomment des produits qui viennent de l'extérieur avec des substances qui ont été utilisées alors qu'elles sont interdites en France et en Europe. Donc il faut avoir le courage d'avoir la lucidité au rythme de la science et du savoir. Je ne peux pas vous laisser partir évidemment sans parler de l'Hermitage. On a cru comprendre que vous aviez donc pris la présidence de cette coopérative modèle, 1100 salariés aujourd'hui à peu près, en 1989. C'est aujourd'hui la fin du parcours. Vous l'avez annoncé sans mettre de date précise. On peut le dire, Daniel Gremillet ne sera bientôt plus à la présidence de la coopérative l'Hermitage. Dans la vie, il faut savoir transmettre. Ça fait effectivement plus de 35 ans que je préside cette belle entreprise, que j'ai présidée avec un directeur, M. Lesqueren. J'ai eu la chance d'avoir la confiance du président Gallotte. Quand je suis devenu président, on a divisé l'âge du président par 2. Il est important. L'objectif, c'est le même, là, maintenant? L'objectif, c'est que ce soit quelqu'un de bien plus jeune que moi, parce que l'Hermitage, si on existe encore, si le pouvoir de décision est dans les Vosges, on emploie 1170 salariés. Si on est encore aujourd'hui avec une capacité d'investissement, des résultats qui nous permettent d'investir, c'est parce qu'il y a eu du travail qui a été réalisé, surtout qu'il y a eu pas du tout d'inquiétude sur l'avenir. Il y a eu une grande stabilité. Il faut de cette stabilité. Je voudrais remercier l'ensemble des cadres, du personnel d'avant, d'aujourd'hui qui sont là, des conseils d'administration, des femmes et des hommes qui ont composé ce conseil d'administration. Et effectivement, dans quelques mois, peut-être, c'est quelqu'un d'autre qui donc on sera comprend président. en creux qu'il faudra trouver la bonne personne avant que vous le mettiez le clignotant. Non, cette personne, je suis très transparent. Et donc le conseil d'administration s'est réuni, on a parlé de l'avenir, je leur ai dit qu'il fallait préparer cet avenir, il va se construire, il est déjà bien construit, et je vais accompagner, mon rôle, c'est d'accompagner... Le tuiler, comme on dit, le tuilage. Exactement, je l'ai fait avec la nouvelle directrice, c'était l'engagement que j'avais pris, puisqu'il était nécessaire, effectivement, d'éviter que à la fois le président et le directeur partent ensemble. Il faut garder un peu de mémoire à l'intérieur. Quand j'ai perdu papa, j'ai dit j'ai perdu mon dictionnaire. Donc mon rôle, j'ai été réélu administrateur à l'Assemblée générale 2024, donc administrateur pour 3 ans. Je ne serai pas président pendant encore 3 ans de la coopérative, mais j'accompagnerai discrètement à ma place pour que cette personne puisse effectivement prendre toutes ses responsabilités et de tracer les bons choix dans les investissements futurs qui vont être très importants, puisque c'est quasiment 100 millions d'euros qui vont être investis par le groupe de l'Hermitage pour son avenir, pour valoriser le lait de nos producteurs, pour continuer de vendre des bons fromages en France et à l'étranger et faire travailler un nombre de femmes et d'hommes importants pour nos territoires. On suivra tout ça. Merci Daniel Gremillet, sénateur des Vosges. On n'a pas du tout parlé de votre casquette de conseiller régional. Ça sera pour une prochaine fois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pas d'émission lundi prochain, puisque c'est le lundi de Pentecôte. On se retrouve le lundi 27 mai. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore. Merci.